tu ressens cet impressionnant sentiment de force. Et je pense que c'était cela à ce moment précis, moment où j'ai probablement décidé de partir. C'était probablement l'un des facteurs décisifs de mon départ. Effrayée et épuisée, elle conduisit jusqu'à un parking désert et reprit ses esprits. Je ne pouvais plus supporter tout ce stress. J'étais tellement paralysée de peur et je me souviens que mon cœur battait à 100 à l'heure. Je veux dire, j'étais totalement saisie de panique. Je commençais à transpirer. En dehors de ses recherches, Hélène Christa a développé différentes théories concernant la venue des extraterrestres sur Terre. Je pense que les extraterrestres ont un problème, un sérieux problème physique. C'est pour cela qu'ils viennent en grand nombre sur la Terre. C'est peut-être une race en voie d'extinction et leur problème essentiel est la reproduction. Est-ce que les déclarations d'Hélène Cristal concernant les incursions d'extraterrestres dans le nord de l'État de New York peuvent être prises au sérieux? Ou alors contribue-t-elle à la création d'un mythe des temps modernes? Le professeur de sociologie de l'université de Northwestern, Bernard Beck, pense que c'est le cas. Un certain nombre de personnes prétendent que lorsque les extraterrestres viennent, ils sont si intelligents et si doués, uniquement par le fait qu'ils soient là, qu'ils amènent avec eux toutes sortes de choses qui rendent notre vie meilleure et qu'ils prennent soin de nous. Comme n'importe quelle chose créée par des gens ordinaires dans la majorité des cultures, comme discuter dans un bar devant une bière, cette rencontre extraordinaire crée un sens de la culture, des perspectives, et finalement les choses se passent comme elles le devraient. Selon Philippe Imbrogno, chercheur spécialiste des ovnis, les espérances d'Hélène sont tellement fortes, conjuguées à la fascination qu'elle a pour la science-fiction, que sa crédibilité est sérieusement compromise. Je suis certain qu'Hélène Cristal est très sincère dans ce qu'elle entreprend. Je me pose des questions sur ses méthodes d'investigation et sur les conclusions qu'elle en a tirées. Lorsqu'elle prend en considération ces témoignages, elle dit que ça ne peut pas être autre chose que des extraterrestres. Oui, d'accord. Lorsque j'examine ces témoignages, c'est évident, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a trop de phénomènes inexpliqués, mais je pense que ces témoignages ne sont pas assez solides pour expliquer que les extraterrestres descendent de ces vaisseaux de l'espace. Beaucoup de visions d'extraterrestres se produisent dans la vallée d'Hudson, non loin de l'aéroport international Stewart, près de Pine Bush. Monsieur Ken Noé, ancien contrôleur et directeur de l'aéroport, aujourd'hui à la retraite, a l'habitude d'entendre ce genre de révélations. Les gens peuvent voir des météores qui offrent des vues spectaculaires parfois. La plupart des visions dont j'ai entendu parler se déroulent le soir. De nombreux avions sont équipés de lumières aux configurations différentes. Et si les gens passent tout leur temps à regarder le ciel, ils peuvent apercevoir des choses insolites. Pour brouiller les pistes, durant l'été de l'année 1988, alors que des phénomènes étranges étaient censés se dérouler dans la région, un groupe de pilotes décida de faire une farce aux habitants de la vallée d'Hudson. Ils ont volé dans un étrange dispositif, comme dans un avion en forme de V qui ne faisait pas de bruit, et il paraissait très impressionnant. Ça paraissait tellement énorme que les gens ont tout de suite pensé à des extraterrestres, ce qui était probablement la première intention du pilote qui voulait se moquer d'eux. Cet événement a causé une grande frénésie pendant des années. Ken Noé et ses collègues se souviennent avoir été sceptiques face aux déclarations d'Hélène Cristal et la présentation de sa bande vidéo sur les ovnis. J'ai jeté un coup d'œil sur son travail, sur quelques photos qu'elle a prises, et je pense qu'elles sont sûrement douteuses. Cette bande vidéo a été tournée sur la piste de l'aéroport international. À mon avis, cela ressemble clairement à un avion. Je vois des lumières stroboscopiques, et ce sont des lumières anti-collision, et peut-être 2 phares d'atterrissage sur les extrémités des ailes de l'avion. Une fois de plus, je constate que c'est une image légèrement floue d'un avion. Je pense que vous pouvez voir clairement que c'est un grand avion à réaction. À cet endroit de la cassette, vous pouvez même entendre un bruit des moteurs. À mon avis, c'est un avion. Les images d'Hélène ne sont plus crédibles après avoir été examinées par des experts. Un autre problème se pose. Elle a toujours été seule lors de ses prises de vue.
Monsieur Hubert de Lézal, professeur de psychologie, dit que lorsque le médium a dit à Hélène qu'elle avait été guérie de sa maladie par des extraterrestres, cette révélation a dû lui créer des illusions d'optique. Je suis certain que les gens en parlaient. La famille a probablement déploré, pleuré. On lui a certainement dit qu'elle allait mourir et qu'elle avait des chances que sa maladie guérisse. Et donc, on lui a dit qu'une personne hors du commun, une personne qui n'appartient pas au corps médical, est capable de la guérir. C'est la chose la plus importante qui lui soit arrivée dans sa vie. Elle est vivante. Psychologiquement, je compare cela à quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, apprend qu'il ou elle a été adopté. L'isolement géographique dans le cas d'Hélène Crystal, ou l'isolement social, comme dans celui de la famille Langford, dans le Kentucky, est un obstacle à leur certitude quant à la présence d'OVNI. Cependant, il y a à peu près 20 ans, une dizaine de témoignages ont été recensés dans un parc public du New Jersey, à quelques centaines de mètres de la ville de New York. Plusieurs visions d'extraterrestres sont facilement justifiées, mais lorsqu'il y a plus d'une personne qui prétend voir le même objet au même moment à des postes d'observation différents, la thèse est plus difficile à écarter. Nous sommes dans le département d'Hudson, dans le New Jersey, dans la ville de North Bergen, une banlieue de la classe moyenne située sur l'autre rive de la rivière de New York. Ses résidents sont des travailleurs et ont acquis une éducation professionnelle et sont plutôt réalistes. C'est également un endroit où les témoignages d'OVNI sont constants. George Obarski était propriétaire d'un magasin d'alcool et utilisait la même route tous les soirs pour rentrer chez lui à North Bergen, dans le New Jersey, et ceci durant des années. Le 12 janvier 1975, à 3 heures du matin, alors qu'il se dirigeait en direction d'un parking, soudainement sa radio s'arrêta. Il raconta son histoire ultérieurement à l'enquêteur Bud Hopkins, qui enregistra sa version à l'aide d'un dictaphone. Je dirais que cette chose était à environ 10 mètres de moi, une chose énorme. Elle semblait mesurer à peu près 2 mètres. Elle ressemblait à un pancake, toute bouffie comme un pancake. Et cette chose s'est posée juste devant moi. Il a décrit des petites figurines qui sortaient de cette chose. Il a dit qu'elles ressemblaient à des enfants en tenue de neige. Elles avaient chacune des réceptacles de forme carrée et de longues cuillères, comme des pelles. Elles ont prélevé un peu de terre, l'ont mise dans leur réceptacle et sont retournées dans leur appareil très vite. Il disait qu'elles se déplaçaient à toute allure, comme des enfants qui se sauvent d'un incendie. Et la chose a disparu. Même après être rentré chez lui, George Obarski était encore tremblant, terrorisé par ce qu'il avait vécu. J'étais mort de peur, je transpirais, j'ai immédiatement fait un thé et j'ai allumé la radio. J'étais terrifié. J'ai tiré les couvertures sur ma tête, je me suis levé, j'ai pris 2 aspirines. J'avais très peur. George Obarski décéda en 1990. Son fils, Frank, se souvient parfaitement de l'histoire de son père. Ce qu'il a décrit était un immense objet en forme de soucoupe. Il n'y a pas meilleure description que celle-ci pour décrire ce que vous appelez OVNI, objet volant non identifié. C'était une sorte de disque sur la base qui avait d'étranges lumières aveuglantes. Le plus surprenant, c'est qu'après son atterrissage, mon père se décrivit comme glacé par la peur. Et cet homme qui s'est fait braquer des centaines de fois au magasin d'alcool à New York savait exactement ce que la peur voulait dire. Il faisait face à ce problème tous les jours. Mais là, il a dit qu'il était terrifié. Bud Hopkins essayait de corroborer l'histoire de George Obarski avec d'autres témoignages, comme celui de ce portier qui travaillait dans la résidence Stonehenge de l'autre côté du parc. J'ai réalisé qu'il y avait une grande résidence ici. J'ai essayé de retrouver ce portier. Je l'ai appelé, il se souvenait de moi. J'ai eu une montée d'adrénaline lorsque cet homme a dit que cette soucoupe volante était descendue et atterrit dans le parc. Ensuite, il l'a décrite et c'était la même description que celle de George.
Après avoir publié l'histoire de Obarski dans le journal Village Voice, Bud Hopkins continua à rechercher d'autres témoignages éventuels. Par la suite, les membres d'une famille firent un autre témoignage. Ils ont vu cet objet atterrir dans la rue. Il faisait 12 mètres de haut et était incliné. Ils en ont fait une description très précise. Et bien que la mère fût malade, elle a couru en chemise de nuit, pieds nus, avec le père. Ils ont suivi cette chose qui descendait la rue. À North Bergen, un professeur, Madame Anne Karlovich, disait qu'elle était sceptique et qu'elle ne prêtait pas attention aux rumeurs que ses filles avaient entendues à propos de l'hypothétique incident du parc. En 1975, nous avions entendu cette histoire d'incident sur cette soucoupe volante dans le parc. Donc ma fille et ses copines s'y rendirent. Elles sont revenues en courant pour me dire qu'elles avaient vu des traces de brûlures en forme de cercle gravées dans la pelouse. Dans la résidence Stonehenge, il y a une grande façade vitrée et celle-ci a été cassée par un faisceau lumineux provenant de cette soucoupe volante. Les enfants étaient terrifiés. Frank Obarski s'était rendu à cet endroit avec son père. Il savait que son père était un homme pragmatique, donc c'était difficile pour lui de comprendre pourquoi il croyait tant ces faits irrationnels. Il ne semblait pas trop s'intéresser à des choses qu'on ne pouvait pas justifier ou qui n'appartenaient pas à la routine quotidienne. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre mon père lorsqu'il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, tu sais, j'ai vécu une longue et belle vie, la plus honnête et la plus honorable que j'ai pu vivre. Un homme ne vit pas ainsi 70 ans pour tout laisser tomber. La région nord de Bergen avait été le théâtre d'autres événements et d'autres histoires d'extraterrestres semblables à celles rapportées par le témoignage de Obarski. Après les visions surréalistes qui ont rendu Obarski célèbre, les habitants de North Bergen, dans le New Jersey, ont déclaré avoir vu des dizaines d'extraterrestres à de nombreuses et différentes occasions. À l'aube du 6 juillet de l'année 1986, l'homme d'affaires Ron Lee et l'artiste Lynette Tanapi admiraient le lever du soleil de la terrasse de leur appartement, à la résidence Stonehenge. Je me disais, oh mon Dieu, quelle est cette chose dans le ciel? Je ne cessais de la fixer. J'ai vu quelque chose qui n'est pas identifiable. Ninetta et moi ne cessions de la regarder et ça ne bougeait pas, ça ne faisait pas de bruit. Et on la suivait des yeux en se demandant ce que cela pouvait être. Si cette chose faisait un bruit de moteur, j'aurais été moins méfiante. Mais cette chose immense était si silencieuse. C'était un objet d'une forme très impressionnante. C'était d'une forme ovale avec 3 paires d'yeux sur la base. Cet objet est resté immobile dans le ciel pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, d'un seul coup, il a volé en direction du sud, à une vitesse incroyable. Il est parti d'une traite en accélérant jusqu'au moment où il ne fut plus visible. Juste après cet instant, nous avons entendu un vrombissement et nous avons vu un avion militaire à sa poursuite. Le jour suivant, de nombreux témoignages relatant cette apparition furent diffusés dans la presse. Ninetta ne faisait pourtant pas partie de ces gens qui passent leur temps à appeler les médias. Je n'avais pas envie de parler de ces choses étranges. Les gens risquaient de penser que j'étais bizarre. Je dénigrais tout car je ne voulais pas admettre l'origine de cette chose. Il n'y avait aucune raison rationnelle pour expliquer cela. 2 ans après, dans la même région du New Jersey, Dave Delia déclara avoir vu un ovni le jour de la Saint-Patrick de l'année 1988 au-dessus du parc d'Hudson. J'étais là, debout, et cette chose s'approchait de plus en plus. Elle ne faisait pas de bruit. Les lumières qui formaient un triangle étaient blanches et vertes. Delia retourna à sa voiture et suivit l'ovni sur plusieurs kilomètres, identifiant la forme de l'objet. L'ovni avait la forme d'un diamant, un peu comme ça.
Vous voyez où se trouvent mes pouces? C'était la partie de l'OVNI qui venait dans ma direction. En 1900,